Il était 6h30 quand je suis arrivé le matin ici. Et déjà ici, sur le Sainte-Catherine, ici, là, il y avait beaucoup de déchets. Là. Il y a beaucoup de vidanges ici. Là. En fait, il y en avait tellement que je devais les contourner avec mon vélo. Ce monsieur, ce Hamel, Mario, il s'approche de moi. Puis il dit, viens ici, là, viens ici, tu vas voir, je vais t'arranger la face ce matin. Et c'est là, un petit peu plus loin, que j'ai appelé le 911. Là, il se dirige vers moi, alors moi, je vais m'éloigner, là. Parce que ici, j'ai essayé d'avoir un couteau dans les mains et il vend toutes les sacs à vidange. 7 juin 2011, centre-ville de Montréal. 4 policiers, l'arme au poing, encerclent Mario Hamel et lui ordonnent de lâcher son couteau. Hamel refuse et se déplace rapidement vers la rue Saint-Denis. Les policiers tentent de le désarmer en utilisant un jet de poivre de Cayenne. Presque au même moment, j'entends 3 coups de feu. À quelle distance, en termes de temps, les coups de feu? Il n'y a même pas une seconde, là. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Mario Hamel reçoit une balle au thorax. De l'autre côté de la rue, Patrick Limoges, un simple passant, est atteint mortellement d'une balle perdue. Bavure policière ou légitime défense? Une équipe de la Sûreté du Québec enquête sur la fusillade. De notre côté, on entreprend de fouiller le passé de Mario Hamel. Aurait-on pu l'empêcher de devenir un danger public? Quelques heures après le drame, j'arrive rue Sainte-Catherine. Je cherche quelqu'un qui connaissait Mario Hamel. On le connaît, Mario Hamel. Ah oui? Ben oui. Tout le monde le connaît, Mario. Comment? C'était pas un gars, faisait là. partie des modes. On a dit un itinéraire, pas vrai? Il restait une chambre. Mario Hamel avait une chambre rue Saint-Denis, mais il passait ses journées ici, rue de Bullion. C'était le vendeur de potes du coin. Un gars tranquille, jusqu'à tout récemment. Il criait sa rue, il criait après tout le monde. Ça Depuis 2-3 semaines, là, avant ça, il était dodo. Là. Après l'histoire, là, c'est que Mario, il avait un couteau. Ça faisait 2-3 semaines qu'il avait un couteau parce que c'est sûr qu'il était psychoté. Pour en savoir davantage, je me rends aux funérailles de Mario Hamel. Je rencontre Barbara, sa mère, et Isabelle, son ex-conjointe. Mario Hamel avait 4 enfants. Dans la salle, je croise plusieurs membres du personnel de l'accueil Bonneau, un refuge pour les hommes de la rue. Je fais aussi la connaissance de Daniel, un ami d'enfance. Avec tous ces gens-là, pendant des semaines, je vais parcourir la ville afin de comprendre pourquoi Mario Hamel s'est retrouvé sous les balles des policiers. En 1971, la mère de Mario, Barbara, a 16 ans lorsqu'elle accouche. Elle est incapable de s'occuper du bébé seule, mais refuse de l'abandonner. Elle le confie à une famille où elle va le visiter régulièrement. Pendant son enfance et son adolescence, Mario séjourne dans 2 familles et 2 centres d'accueil. Mario est un enfant blessé qui, toute sa vie, va en vouloir à sa mère. Moi, j'ai voulu, quand j'ai été plus mature, plus vieille, j'aurais voulu réparer mes torts, puis en prendre soin, puis l'aider. Mais la confiance n'était plus là. Je pense qu'il y avait beaucoup de difficultés à l'école, puis il y avait beaucoup de difficultés personnelles, puis ça faisait en sorte que ça bougeait beaucoup autour de lui. Même jeune à l'école, il était agressif, il acceptait pas sa vie telle qu'elle était. À 16 ans, Mario n'a pas encore complété son secondaire 2. Il quitte l'école pour travailler. À 19 ans, il rencontre celle qui deviendra sa conjointe, Isabelle. Déjà, à cet âge-là, j'étais déjà embarquée un petit peu dans le rôle de la sauveuse. Moi, j'avais un beau projet de vie à ce moment-là, puis je le voyais déjà comme étant potentiellement le père de mes enfants. Le petit Mathieu arrive après 2 ans de vie commune. Ça a été le coup de foudre avec cet enfant-là. Il avait vraiment une belle relation avec son fils. C'était merveilleux de le voir aller. Il allait dormir avec lui la nuit, là. C'était comme... pas une bouée de sauvetage, mais quelque chose qui te réconcilie avec la vie ou qui te fait dire même si j'ai pas eu confiance en rien dans la vie, même s'il y a rien qui m'a jamais donné confiance, maintenant j'ai Mathieu, puis ça, c'est quelque chose de gigantesque pour lui. En l'espace de 7 ans, la famille a 4 enfants.
Ils vivent de l'aide sociale et des petits boulots de Mario. Mario est un père très présent et aimant. Il avait un cœur de 10 ans avec ses enfants et des fois, c'était presque une relation amicale, une relation de laisser aller, de laisser vivre. C'était toute sa vie, ses enfants. C'était vraiment le centre de sa vie. Il parlait de ses enfants sans arrêt. Puis je pense qu'il les aimait profondément, à sa façon à lui, avec ses capacités à lui. Mais au fil des ans, Mario fume de plus en plus de drogue et son état mental se détériore. Il commence à avoir des comportements différents dans sa façon de parler et d'agir. Puis à ce moment-là, tout le temps des discours religieux qui reviennent. Il avait commencé à étudier la Bible, les textes de la Bible. Il avait commencé à écrire, à créer ses explications de la vie puis des écritures bibliques. Là, je me disais, oh, il y a quelque chose qui est au-delà de ma compréhension logique. Au lieu de dormir la nuit, Mario entreprend de réécrire la Bible. Lui, il se voyait comme un nouveau Messie, comme s'il était vraiment le Fils de Dieu. Là. Une journée, je reviens à la maison, puis il est en train de faire une étude biblique à la table de la cuisine avec des témoins de Jéhovah. Plus il a étudié avec eux, plus il a sombré un petit peu dans son délire religieux, puis ça a amené à sa première psychose. Des épisodes mystiques, délirants ou psychotiques, Mario va en vivre plusieurs. Et sa consommation de drogue va augmenter jusqu'à une dizaine de joints par jour. Il a comme très peu conscience de la réalité. Il endure rien, il tolère rien. Moindre petit stress, ça le fait éclater. À plusieurs reprises, Isabelle est victime de violences. Elle porte plainte et Mario est accusé de voies de fait et de menaces de mort. Nous avons obtenu les enregistrements d'un procès qui a eu lieu en 2003. Isabelle raconte que Mario a menacé de l'étrangler devant son fils de 8 ans. J'ai ses doigts sur ma gorge, puis il me dit son fils, regarde, là, sauve-le ta mère, là. Tu comprends, là, que c'est moi le boss. Non, regarde qu'est-ce qu'il m'a arrivé à soir. Il y a eu plein de cas de violence déjà. Moi, j'ai jamais porté plainte contre lui. Il a toujours réussi à déjouer le système, puis se faufiler. Il n'a jamais eu de soin. Il n'a jamais été aidé. Il n'a jamais été traité. Dans le box des accusés, Mario témoigne à son tour. On entend son délire et sa violence envers Isabelle. Il faut que je me fâche pour te dire la vérité. Je vais me fâcher, je vais te faire dire la vérité. Ma tabarnak, j'ai dit là, sacrément, tu vas me dire. Tu dis, écoute, s'il faut que je te peigne par les cheveux, tu vas le faire. Tu sais, quand vous dites que c'est votre Dieu qui lui aurait dit qu'elle méritait. Non, j'ai dit que mon Dieu mériterait d'étouffer. Êtes-vous mandaté spécialement par lui, là? J'aimerais ça. Puis, je pense que c'est possible. Mario est incarcéré à de multiples reprises et fait au moins 4 séjours en hôpital psychiatrique, entre autres à l'Institut Philippe Pinel. À son arrivée dans cet établissement, Mario confie à un psychiatre qu'il veut sauver le monde, unifier les pays, devenir premier ministre de la planète, devenir champion mondial de boxe pour mieux évangéliser. À l'hôpital Douglas, il dit que s'il avait une mitraillette, il l'utiliserait et qu'il souhaite qu'on l'euthanasie. Il raconte qu'Isabelle fait exprès pour qu'il la frappe parce qu'elle veut le faire interner. Lui, il se croyait pas malade, là. C'était moi qui étais folle, là. Moi, je voulais le faire interner juste pour me débarrasser de lui, là. C'était à ce point-là. Donc, il m'en a voulu énormément. Toutes les fois qu'il était allé à l'hôpital, pour lui, c'était de ma faute à moi. Puis c'était moi qui aurais eu besoin de soins. C'était moi qui devais être soignée. Mario a reçu une panoplie de diagnostics. À Maisonneuve-Rosemont, psychose aiguë d'origine toxique, reliée à une forte consommation de marijuana. À l'Institut Pinel, troubles délirants grandioses. À Douglas, troubles de la personnalité narcissique et antisociale. Les diagnostics diffèrent, mais les propositions de traitement se ressemblent. Être suivi par un psychiatre, prendre des médicaments antipsychotiques. À chaque fois, Mario refuse catégoriquement de se faire soigner. Moi, il me disait,
Mais je le sais qu'est-ce qu'ils vont me dire, je le sais qu'est-ce qu'ils vont me faire. Ils vont me donner des médicaments. Puis il dit ça, j'en veux pas. On ne pouvait pas imposer des soins. Ça fonctionne pas. Les médecins nous disent toujours on peut pas forcer le monde d'avoir de l'aide qui en veulent pas d'aide. Puis c'était le problème à Mario. Il ne voulait pas de l'aide. La loi québécoise est claire. Impossible de forcer quelqu'un à se faire soigner s'il ne représente pas un danger grave et imminent. En 2003, au terme du procès pour voie de fait contre Isabelle, Mario est déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Même là, on ne réussit pas à le forcer à se faire soigner. Après 3 mois de prison et d'hospitalisation, sans consommation de drogue, les symptômes psychotiques ont disparu. Mario est renvoyé à la maison. Pour Isabelle, c'est un retour à la case départ. Moi, j'ai accepté de le reprendre parce qu'à quelque part, je me disais c'est pour le meilleur ou pour le pire. Je me disais, il va se ramasser à la rue. Donc, je le voyais qu'il n'était pas apte à se refaire une vie, qu'il n'était pas assez solide. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à... Moi, je le traînais comme un boulet, là. Déjà, c'était un gros fardeau parce que j'étais responsable de lui comme si c'était un enfant, là. En 2009, la famille est au bord de l'éclatement. Lui, il va tellement mal que c'est les enfants qui commencent à en subir tellement de conséquences, là. Le plus jeune des garçons finit par dénoncer la violence dont il est victime au travailleur social de l'école. Je pense qu'il avait passé devant la télé pendant que papa jouait au jeu puis que ça y avait fait perdre sa game. Il a comme vraiment poussé le petit dans le mur, puis il l'a monté dans le mur, puis il l'a pris à la gorge. Cette fois-ci, Mario est accusé de voie de fait sur les enfants. Il est arrêté puis libéré en attente de son procès. Mais on lui impose une condition, ne plus s'approcher de ses enfants. Je sais pas si c'est tant la relation avec Isabelle que la coupure avec ses enfants qui a été comme une catastrophe. C'était comme si on y arrachait le cœur. Ses enfants, c'est tout ce qu'il y avait, il le disait. Pendant 5 mois, à l'hiver 2009, Mario vit dans la rue et dort dans des refuges. Il est complètement perdu. Moi, je pense que là, il était en dépression parce qu'il me parlait qu'il avait plus faim, il avait plus le goût de manger, qu'il pleurait toute la nuit, qu'il arrêtait pas de penser à ses enfants comme une obsession, comme quelque chose qui peut pas te lâcher, comme une chanson qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mario finit par emménager dans cette maison de chambre de l'accueil Bonneau. Le directeur de l'accueil, Aubin Boudreau, se souvient de Mario avec émotion. Mario avait deux objectifs, dans le fond, 2 souhaits. Il voulait augmenter ses revenus pour gâter ses enfants, c'est ce qu'il nous a dit. Je veux prendre soin de mes enfants, je veux avoir la chance de les emmener à la ronde, au cinéma. Donc, on l'a inscrit sur un programme d'employabilité et puis il voulait développer des habiletés pour retourner éventuellement sur le marché du travail. Pendant près d'1 an, Mario travaille au centre de jour de l'accueil Bonneau. Il est préposé aux douches. Mario était toujours assidu, toujours ponctuel, toujours présent. Et puis, bon, il a bien rempli son mandat. Pour augmenter ses revenus, Mario commence à vendre du pot sur la rue de Bullion. Malgré cela, il continue de remonter la pente. Il consommait pratiquement plus, il en était bien fier. Il avait l'air à bien s'organiser, à être fonctionnel. Il réussissait à payer ses comptes. Il n'était pas en retard dans rien. Les choses se gâtent au printemps 2011. Mario est arrêté, sa drogue est saisie, il se fait battre par son fournisseur. Pendant la même période, il apprend qu'Isabelle va emménager avec son nouveau conjoint. Il y avait tout le temps la peur de perdre notre trace, qu'on était pour disparaître puis de jamais nous revoir. Ça, c'était sa plus grande peur. Et c'est ça qui est en train de se passer? C'est ça, oui. Moi, en déménageant, c'est comme, c'était clair que je voulais pas qu'il y ait nos coordonnées du tout, d'aucune façon, là. À partir de là, Mario dérape. Ses connaissances de la rue affirment qu'il commence à consommer du crack et qu'il s'arme d'un couteau pour se protéger. Depuis 2-3 semaines, il faisait comme une psychose toxique.
Il commençait à capoter, puis tout. Il voulait tuer sa mère parce qu'elle disait que sa mère l'avait vendu aussi pour nourrir les chiens, puis ça de même. Puis sa mère, il empêchait de voir ses enfants. Puis là, il capotait, puis capotait, puis capotait. Du côté de l'accueil Bonneau, on remarque que Mario décline. On a tenté de l'encadrer davantage, l'emmener à utiliser d'autres services médicaux, mais enfin, Mario a refusé cette aide-là, et puis n'étant pas considéré comme dangereux pour lui-même ni pour autrui dans un avenir proche. Dangereux, Mario l'est devenu. 2 semaines avant sa mort, à 2 reprises, il débarque chez sa mère en état de crise et la police doit intervenir. Le char de police était ici en avant. Ah oui? Puis on voyait qu'il y avait plein de terre en plein milieu de la rue parce qu'il avait pris les 2 bacs à fleurs en avant de la clôture. Puis il les a entièrement brisés avec ses mains, tout en bois, puis tout garoché au plein milieu de la rue. Après ça, il avait pris la table à pique-nique, il garoché contre le mur, il a poigné l'arbre ici, il a tout arraché. Devant les policiers, Mario menace sa mère de la tuer. Il a commencé à me parler d'un couteau de poche qu'il avait. OK, puis on dirait que c'est le diable qui me parlait, là. Tu sais, je suis obligé de partir puis de m'en retourner dans la maison. J'en avais trop peur. Ce jour-là, les policiers ont raté une belle occasion. Parce que Mario était menaçant et délirant, ils auraient pu l'emmener à l'hôpital de force. Au lieu de cela, ils ont refilé le fardeau à Barbara, en lui suggérant de faire une demande d'évaluation psychiatrique. Mais Barbara n'y croyait plus. Si j'aurais fait ça, Mario, il aurait été plus agressif la prochaine fois. Fait que j'étais consciente que ça n'aurait rien donné. On ne saura jamais exactement ce qui a provoqué l'ultime délire de Mario. Ce qui est clair, c'est que le 7 juin au matin, il a explosé. À l'aube, Mario s'est rendu rue de Bullion pour emprunter ce véhicule afin d'aller voir ses enfants. Le propriétaire du véhicule nous a raconté ce qui s'est passé. Il dit, passe-moi tes clés, t'auras pas le choix. Il dit, faut que je monte à Beaumont. Il dit, ma fille, ça fait mal, faut pas chercher ma fille. Puis, il délirait, il était plus là. Il voulait me piquer avec ce couteau. Il voulait m'ouvrir en deux avec ce couteau. Mario est déchaîné. Il vandalise le véhicule et passe le reste de sa colère sur les ordures de la rue Sainte-Catherine. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle fureur? Isabelle a peut-être une explication. Moi, j'ai quitté la maison que j'habitais à Bromont le 30 mai. Par contre, ça a pris une bonne semaine avant que le débranchement du téléphone se fasse. Donc, la ligne a été débranchée le 6 juin. La veille de sa mort. La veille de sa mort. Mario téléphonait chez Isabelle tous les jours. Quand la ligne téléphonique a été débranchée, il a probablement perdu pied. Un témoin aurait dit aux enquêteurs de la Sûreté du Québec que ce matin-là, il avait l'intention de s'en prendre à sa famille. Isabelle n'arrive pas à y croire. Je peux pas oser croire que la personne qui était Mario, avec le grand cœur qu'il avait, aurait voulu poser un geste extrême de violence envers moi et ses enfants. Ça démontre une détresse épouvantable. Entre 1997 et 2011, Mario Hamel a été traduit une douzaine de fois devant les tribunaux. Il a été hospitalisé en psychiatrie à au moins 4 reprises. Au nom de la liberté, tout le monde a respecté son refus de se faire soigner. Le 7 juin dernier, quand Mario Hamel s'est retrouvé dans la mire des policiers, armé d'un couteau, il était trop tard. Trop tard aussi pour Patrick Limoges, qui passait par là au mauvais moment.